Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Benijan. Je suis votre professeur Mouad Benijan. Je vais vous présenter un cours de la sociolinguistique aujourd'hui dans lequel on va aborder le concept de la diglossie et le bilinguisme. D'ailleurs, on va présenter les idées du fondateur de la diglossie, c'est Charles Ferguson. Donc, les idées de Ferguson, « 1957. Donc c'est en 1957, que la diglossie a été fondée comme concept en sociolinguistique par Monsieur Ferguson. Donc, qu'est-ce que c'est que la diglossie? La diglossie, pour Ferguson, c'est la distribution des fonctions sociolinguistiques à l'intérieur d'une communauté linguistique pour chaque variété linguistique, c'est-à-dire la coexistence de deux variétés linguistiques, l'existence de deux variétés linguistiques auxquelles on distribue des fonctions sociolinguistiques selon l'importance de l'une sur l'autre. Très bien. Donc, la diglossie selon Ferguson, c'est la coexistence de deux variétés linguistiques. La première étant nommée la variété haute, c'est-à-dire la variété la plus valorisée, la plus prestigieuse, et valorisée à l'intérieur d'une communauté linguistique où elle cohabite, c'est-à-dire cette variété haute, où il cohabite avec une variété basse. C'est-à-dire, autrement dit, un patois méprisé et péjoré. Un patois péjoré et méprisé. D'accord? Donc c'est ça l'idée générale de Charles Ferguson sur la diglossie. Donc il y a deux variétés linguistiques qui coexistent sur un territoire géolinguistique donné. L'une est supérieure à l'autre par le biais de la distribution des fonctions
des fonctions sociolinguistiques par les politiques linguistiques. D'accord? Donc, Ferguson, il donne 4 cas pour étudier ce concept de la diglossie. D'accord? Donc, on a le cas de l'Égypte, Haïti, la Suisse et l'Allemagne. D'accord? Moi, je vais vous donner un exemple simplifiant cette idée à partir de notre contexte marocain. D'accord? C'est l'arabe classique et la darija marocaine. Donc, exemple simple. On a la coexistence de l'arabe classique et la darija marocaine. Donc ce sont deux variétés linguistiques, l'une dérive de l'autre, c'est-à-dire que la darija marocaine, il dérive de l'arabe classique, c'est-à-dire qu'il vient, la plupart des mots dans la darija, ils viennent et ils sont en provenance de l'arabe classique. Très bien, donc on va passer aux fonctions, ou bien aux idées générales qui encadrent les fonctions de chaque variété linguistique que je viens d'évoquer dans la société marocaine. Donc, l'arabe classique et la variété haute au Maroc. C'est une variété mise en valeur par plusieurs fonctions sociales et constitutionnellement reconnues par l'État. Quelles sont ces fonctions? Par exemple, on a l'usage de cette langue dans les discours politiques, religieux et médiatiques. Deuxième fonction, par exemple, c'est la langue. C'est la langue. Ou bien c'est une langue introduite dans l'enseignement
à l'école. C'est une langue aussi utilisée dans les documents officieux de l'administration, et ainsi de suite. Donc c'est une langue valorisée. C'est la variété valorisée. D'accord? C'est la variété valorisée. Passons maintenant en fonction de la darija marocaine. De la darija marocaine. Donc, on a par exemple l'usage de la majorité du peuple. Je dis la majorité, ce n'est pas que j'élimine la mazir. Donc la majorité, c'est-à-dire une langue qui est majoritairement utilisée en cohabitation avec une autre langue vivante, c'est la mazir. La mazir est la variété de la mazir. D'accord? Donc ce n'est pas une clotophagie ou bien une ignorance de ma part à propos de la mazir. Donc c'est l'usage de la majorité du peuple, d'arijophone de cette variété basse, selon Ferguson, selon la théorie de Ferguson. Donc, autrement dit, c'est un dialecte non reconnu par l'État et qui est méprisé à cause d'une étiquette arguant qu'il est folklorique, qu'il est un langage folklorique. Donc c'est une idéologie sociolinguistique véhiculée par l'élite pour ne pas reconnaître l'existence de cette langue ou bien de ce dialecte, et lui donner plus de fonctions qui lui valoriseraient le statut d'être une langue dans une société majoritairement, je le répète, amazirophone et darijophone. D'accord? Donc ce sont les exemples que je viens d'élucider moi-même à partir de la théorie de Ferguson. Donc il y a un autre linguiste qui s'oppose, disons pas qu'il s'oppose, mais il rénove cette théorie de Ferguson. C'est Fishman, le linguiste américain Fishman. Donc on va passer aux idées de Fishman.
Les idées de Fishman. Les idées de Fishman ont été véhiculées en 1969. 1969. D'accord? Très bien. Donc, disons que Fishman, il critique, ou bien il reproche à Ferguson d'oublier la notion de la triglossie, c'est-à-dire la diglossie, elle a été restreinte, il a été limité à l'existence de deux variétés, chez Ferguson. Alors que Fishman, il élargit ce concept au concept de la triglossie, c'est-à-dire à la coexistence de deux ou plusieurs langues sur un territoire géolinguistique donné. Donc c'est ça la première idée qu'on peut remarquer chez Fishman par rapport à sa critique sur Ferguson. Donc il critique l'oubli de Ferguson, qu'il n'a pas mentionné, la coexistence probable de plusieurs ou bien de plus de deux variétés linguistiques. Et là, on parle de triglossie ou bien le plurilinguisme. D'accord? Donc, on va passer maintenant c'est une critique par rapport à Ferguson. Donc maintenant, on va passer à l'idée générale de Fishman qu'il a apporté pour développer le concept de la diglossie et le bilinguisme. Donc l'idée générale de Fishman, il consiste à l'idée générale de Fishman consiste à considérer que le bilinguisme est l'acte individuel de parler deux langues. Ce qui relève de la psycholinguistique. Psycholinguistique. D'accord? Donc, là, on a affaire à une classification de deux termes, le bilinguisme individuel et le bilinguisme social. D'accord? Il a aussi inventé le concept du bilinguisme
sociale qui consiste à quoi? Qui consiste à élucider l'acte linguistique par l'ensemble d'une société. Qui parle deux langues. Et donc c'est là le bilinguisme social. C'est-à-dire que la communauté linguistique, une communauté linguistique, toute la communauté parle deux langues, c'est-à-dire théoriquement. Il parle deux langues. Et c'est un acte sociolinguistique. Il relève, cela émane de la sociolinguistique. Cela émane de la sociolinguistique. D'accord? Donc c'est ça l'idée générale de Fishman. Donc, rapidement, on va passer à un schéma dans lequel il exprime, ou bien il élucide cette idée générale. Donc je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, on a, premièrement, la diglossie et le bilinguisme. Deuxièmement, le bilinguisme sans diglossie. Troisièmement, la diglossie sans bilinguisme. Et quatrièmement, ni bilinguisme, ni diglossie. Donc dans le premier cas, la diglossie et le bilinguisme, Fishman, il nous explique le cas du Guarani avec l'espagnol en Uruguay. D'accord? Donc, dans le premier cas, en Uruguay, l'espagnol coexiste avec le guarani. Ces deux langues sont majoritairement
sont majoritairement parlées par les deux langues sont majoritairement parlées par le peuple d'Uruguay. D'accord? L'espagnol coexiste avec le guarani, étant donné que l'espagnol est la forme haute, alors que le guarani c'est la forme basse. C'est la forme basse. Très bien. On passe au deuxième cas. Le bilinguisme sans déglossie. C'est le cas de la glottophagie. Si vous entendez parler de ce concept, la glottophagie, c'est une domination d'une langue sur une autre progressivement. C'est-à-dire qu'il y a deux langues qui coexistent, mais il y a comme une sorte de domination au niveau de la pratique linguistique d'une langue sur l'autre, plus que l'autre, plutôt. D'accord? Donc c'est ça le linguisme sans déglossie. Donc ce cas existe en Belgique. Donc les germanophones c'est-à-dire les Allemands, les germanophones qui parlent l'allemand, les germanophones de la Belgique sont menacés par la francophonie de leurs concitoyens. Donc c'est le deuxième cas du bilinguisme sans déglossie. D'accord? Très bien. Donc le troisième cas, on le trouve dans l'histoire de la littérature linguistique. C'est la déglossie sans bilinguisme. D'accord? Et donc, ça se trouve à l'époque en Russie tsariste. Donc en Russie tsariste. Existe une minorité noble qui parle français. Mais la majorité du peuple russe, parle russe. C'est ça l'explication du cas de la diglossie sans bilinguisme. D'accord? Donc, dernièrement, on n'a ni diglossie, ni bilinguisme. Donc, c'est le cas
très rarissime au monde entier. C'est-à-dire que une communauté linguistique ayant une seule langue. C'est-à-dire que les locuteurs de cette communauté linguistique, ils parlent qu'une seule langue. Très bien. J'espère que cette leçon vous a été utile aussi. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les commenter dans les commentaires. Et merci bien de votre suite de mes cours. Merci bien. Au revoir.